Bonjour, merci de vous joindre à nous pour ce nouveau numéro de votre émission sur la chaise. La RDC a mis aux enchères 27 blocs pétroliers, 3 blocs gaziers. Les appels d'offres internationaux ont été lancés officiellement jeudi 28 juillet à Kinshasa, en dépit de l'opposition de quelques ONG internationales. Et pour en parler aujourd'hui pour cette question, nous recevons sur la chaise Maître Olivier Ndolé, qui est avocat et responsable de l'organisation de la société civile ACDH, membre de la dynamique de la justice climatique et état des droits, à qui nous disons bonjour et bienvenue. Bonjour, merci pour l'invitation, monsieur le journaliste. Vous avez suivi avec moi la RDC qui a mis aux enchères 27 blocs pétroliers et 3 blocs gaziers. Vous, en tant que défenseur de l'environnement, comment vous avez accueilli cette nouvelle? Comme vous le savez, au regard de toute l'actualité, c'est vrai, ce sont les autorités congolaises. Il faut bien préciser, ce n'est pas la RDC, ce sont les autorités congolaises qui ont mis en vente aux enchères les 30 blocs pétroliers, 30 blocs dont de pétrole et pour le gaz. C'était un sentiment d'abord de déception, mais aussi un sentiment de désespoir par rapport à la politique du président de la République qui prône d'abord, les peuples d'abord, parce que cette vente aux enchères va profiter nécessairement et exclusivement aux multinationales étrangères, mais aussi ça va empiéter les droits fonciers traditionnels reconnus par la Constitution, mais aussi les lois de la République. Également aussi, ça va remettre en cause tout ce qui constitue comme poumon en faveur de la justice climatique, notamment les aires protégées et les forêts, au détriment de ces pauvres paysans lesquels les autorités sont appelées à gouverner. L'autre déception, fondement de notre déception, c'est cette politique de faire de la RDC un pays solution par rapport aux questions des urgences climatiques. On ne peut pas à la fois céder des vastes étendues de terres et de forêts à des multinationales pour avoir l'argent et espérer donner des solutions par rapport aux questions climatiques, parce que, comme vous le savez, sont des choses totalement, diamétralement opposées. Et la troisième, c'est par rapport à l'état des droits même, parce que toutes les décisions doivent être inscrites dans le respect de la légalité. Et c'est pour ça que nous avons voté le président Félix Tshisekedi qui a prôné l'état des droits, c'est-à-dire toutes les agitations, les décisions, tous les actes à poser doivent se fonder sur la loi. Et dans les cas d'espèce, que ce soit les lois sur la conservation de la nature, que ce soit même la loi sur les hydrocarbures, qui déjà, son article 3 et au niveau de l'article 155, il y a des interdictions et ça pose le principe selon lequel les hydrocarbures sont des produits appartenant à la nation congolaise. Ce n'est pas pour une catégorie, une poignée déjà assis à Kinshasa qui doivent décider. C'est pourquoi même les lois, par exemple la loi sur les principes fondamentaux liés à la protection de l'environnement de l'article 7 à 9, il est prévu, sans toutefois les citer, il y a des principes sacro-saints. Il y a la consultation du public. On doit consulter le public. Ce qui n'a pas été fait. Ce qui n'a pas été fait avant toute vente. Parce que vous ne pouvez pas vendre un bien. Parce que les blocs, par bloc, c'est quoi? En un mot simple, ce sont des périmètres de terre qui peuvent être cessibles en termes de concessions pétrolières à des multinationales. Dans les cas d'espèce, ces terres sont occupées par les communautés locales. Les droits des communautés locales sur les fonciers sont déjà confirmés par l'article 19 de la loi sur les principes fondamentaux liés à l'agriculture, qui n'ont même pas besoin d'un certificat d'enregistrement. Et ceux qui pensent que cette décision a été prise pied levé par le gouvernement congolais, mais jusque-là, on ne comprend pas la motivation de cette décision par les autorités congolaises. Bien évidemment, vous trouverez non seulement les autorités, je crois que ceux qui se posent cette question-là, ce sont des Congolais. Et c'est pourquoi, au début, je vous ai dit, parce que quand on parle de l'État, il y a la population, il y a le gouvernement, il y a les territoires. C'est une particule de l'État qui a pris, si vous voulez, une décision pour vente, pour céder les terres qui vont faire l'objet d'exploitation pétrolière. Et c'est le gouvernement qui
ce gouvernement a un mandat pour 5 ans, alors que la population, elle va vivre sur ces terres toutes, c'est à perpétuité. Les droits fonciers coutumiers, c'est à perpétuité. On n'a même pas besoin de titres selon les textes. Et donc, d'abord, il n'y a pas de motivation, c'est vrai. Quand vous allez voir même, vous allez attendre les contradictions entre les ministres qui ont un impact sur ce secteur-là. Le ministre des hydrocarbures qui dit, voilà, il y a des technologies innovantes, il y a un besoin par rapport aux finances publiques. Et c'est lui aussi de l'environnement qui dit, voilà, nous avons des comptes à rendre à la population congolaise et non aux ONG internationales. Mais ces comptes à rendre n'est pas seulement pour vendre les biens des Congolais, ce n'est pas pour ça. Les comptes à rendre, c'est ça aussi, savoir quelle justice climatique donnons-nous à notre population, quels droits fonciers, quelle sécurité foncière accordons-nous à cette population, et aussi au-delà de cette sécurité foncière-là, parce que même l'exploitation en vertu de l'article 7 de la loi portant protection de l'environnement, il est dit que toute exploitation des ressources naturelles doit tenir compte des besoins présents et pour les générations futures. Mais on va 30 blocs en un coup. Donc tous les blocs... Cet empressement, encore à la veille des élections, qu'est-ce qui est caché derrière ça? Est-ce qu'on a manqué l'argent? Parce que quand on apprend par exemple les millions qui sont détournés, cet argent vient d'où? Ce n'est pas dans le pétrole. Quand on voit Moanda, on exploite déjà. Est-ce qu'on peut nous dire quelle est la contribution de Moanda, l'exploitation pétrolière de Moanda qui a duré plus de 50 ans sur le budget de l'État? Je crois qu'on n'a pas de réponse. Et comment vous comprenez ces propos du président de la République? Nous ne devons plus nous contenter de célébrer le potentiel de la RDC, mais nous rêvions de l'exploiter. Parlant de la vente aux enchères de ces 30 blocs gaziers et pétroliers. La phrase en elle-même paraît une très belle phrase en l'écoutant. Mais par rapport au contenu et par rapport au comportement, est-ce que c'est bon? Si on veut exploiter, et encore une fois que le président de la République lui-même a dit qu'il va amener des industries d'exploitation, donc des raffineries en RDC. Mais on va céder les blocs parce que c'est une vente. Il appartient à une multinationale X, Y, a décidé par rapport à la méthodologie, les technologies qu'elle va utiliser pour l'exploitation de ces blocs-là. Et donc, le président de la République est d'accord avec nous que la même procédure qui avait été utilisée par les régimes passés sur la vente des concessions minières au profit des Chinois, on a cédé les terres. Et à la suite, vous savez la réponse qu'avait donnée Yuma, à l'époque PDG de la GECAMINE. C'était des bradages de ressources. Et actuellement, présentement, on veut encore vendre, parce que c'est une vente. Bon, si on veut exploiter, est-ce que c'est nous qui allons exploiter? Nous sommes entre exploitation. L'exploitation ne se fera pas par le Congo, non plus par les Congolais, ce sont les multinationales, et avec les conséquences logiques sur les droits des Congolais et sur même le futur climatique par rapport aux Congolais. Vous n'avez qu'à voir comment les gens qui produisent le pétrole, notamment les Nigériens, vous prenez par exemple les Tchadiens, actuellement les Mbororo du Tchad sont actuellement en République démocratique du Congo. Pourquoi ils n'ont pas célébré leur pétrole chez eux? Parce que le Tchad, c'est parmi les grands pays d'exploitation du pétrole. Donc, le ministre qui justifie cette démarche des appels d'offres des blocs pétroliers gaziers par des impératifs sécuritaires et sociaux en République démocratique du Congo. Êtes-vous d'avis avec lui? Non, c'est du pire mensonge parce qu'il n'y a aucun lien entre l'exploitation du pétrole et l'instauration de la sécurité. Vous serez d'accord avec moi, par exemple, quand on veut faire porter la croix à la forêt Virunga comme étant la source de l'insécurité. C'est une analyse complètement biaisée et en dehors de la plaque, parce que la même forêt se trouve par exemple au Bandundu. Est-ce qu'au Bandundu il y a des milices? Il y a l'insécurité. Et la même forêt se trouve au Rwanda avec le parc les volcans, avec le parc de l'autre côté, Queen Elizabeth. En Ouganda, est-ce qu'il y a l'agression? Est-ce qu'il y a des groupes armés? Mais je pense l'insécurité. Par contre, cette exploitation du pétrole risque
de faire accroître l'insécurité. Avec des groupes armés. Avec des groupes armés, parce que, comme vous le savez, vous n'avez qu'à voir avec les groupes terroristes au niveau du Nigeria. C'est juste pour les questions de contrôle des ressources. Se battre pour les terrains là où il y a du pétrole. Oui, ils sont en train de se battre à cause de cela. Et même pour nous, il y aura des puissances qui vont se battre. Il y a aussi, par exemple, les multinationales qui vont inculquer, si vous voulez, des conflits pour permettre aux gens de quitter les lieux pour exploiter, parce que cette exploitation va se faire sur des terrains. Quand vous prenez, par exemple, le bloc 5, vous prenez presque Oicha, quand tu prends la cartographie, tu prends Turuchuru, tu prends... Donc que les gens ne soient pas trompés que c'est seulement Virunga qui est visé, c'est même les champs des paysans, les villages qui sont visés. Et tout ça, ça sera donné à des multinationales qui vont décider, parce qu'ils auront déjà un contrat superposé sur nos droits fonciers par rapport à l'impératif économique. Combien de millions sont en train d'être détournés? Ça, c'est payé par nous. Savez-vous, par exemple, que Virunga, pour 2020, alors que l'État il y avait le contexte Covid, c'est ça, non? Et nous étions dans une insécurité permanente. Virunga, avec les activités touristiques, avec les activités d'économie sur les questions de l'énergie, Virunga a contribué 80 millions de dollars pour 2020, alors que nous étions dans l'insécurité. Le contexte Covid. Le contexte Covid, donc ce n'est pas, c'est un argument qui ne tient pas debout. On peut encore gagner plus. Parlant de la crainte des organisations de la société civile environnementale, vous avez suivi la vice-premier ministre et ministre de l'Environnement qui a donné des garanties par rapport à la manière dont les choses seront en train d'être faites et ces manières vont donc veiller à ce que l'environnement soit protégé. Oui. Ce n'est pas une garantie qui vous rassure? Ce n'est pas une garantie, mais déjà ça nous donne la force. Parce que déjà on comprend très bien que même les ministres comprennent que l'exploitation du pétrole a un danger sur des questions de l'environnement. Et il a oublié même les questions par rapport à la santé. Parce que l'exploitation du pétrole affecte la santé et affecte même les moyens de subsistance. Tous les moyens de subsistance dans un État qui fondent ce moyen alimentaire sur l'agriculture et la pêche. Par exemple, pour le lac Édouard, si on doit exploiter le pétrole, on ne pourra plus pêcher. Il y a des millions de citoyens qui vivent seulement à cause de l'exploitation du lac Édouard par la pêche. Ils vont aller où? Donc, donc il n'y a pas de garantie. Par contre, il nous rejoint en disant, parce que lui-même a dit qu'il y aura des garanties. Quelles sont les garanties? Il a cité... Est-ce qu'elle a cité ne fût-ce qu'une seule technologie qu'elle a déjà utilisée ou qu'elle a appris, qu'elle a fait l'objet d'une utilisation tel endroit, telle année, telle date, et ça n'a pas affecté l'environnement? Et donc pour lui, je pense que l'intérêt pour elle, devrait être beaucoup plus de militer pour protéger l'environnement et de circuler, si vous voulez. Les lois de la République déjà interdisent l'exploitation dans les aires protégées, mais le bloc 5, c'est entièrement dans les... Maîtrisant bien votre domaine, y a-t-il pas moyen d'exploiter les blocs pétroliers gaziers sans détruire l'environnement? C'est pratiquement impossible et imaginaire et même inexistant. Il y a toujours des répercussions. Il y a des graves répercussions, non seulement sur l'environnement, mais aussi sur les humains. Parce qu'il ne faut pas dissocier l'environnement avec la vie des hommes. Quand on va exploiter le pétrole dans les champs de tous ces paysans, où est-ce qu'ils vont avoir encore l'alimentation? Parce que ces blocs seront cédés à des multinationales. Vous comprenez? Ces multinationales-là, est-ce que vont détruire tous les moyens de subsistance qui sont là? Ces multinationales-là vont détruire les lacs, alors que les lacs constituent, si vous voulez, la source première pour les moyens d'alimentation. Même les plantes pour, par exemple, les médecines, vont disparaître. J'ai été par exemple au Nigeria. Il faut aller, parce que si c'est là, parce qu'on évoque que voilà, au Nigeria tout va bien. Pourquoi il y a eu un procès contre Shell au Nigeria si tout était bien? Parce qu'on devrait gratifier Shell, parce que c'est Shell qui fait l'exploitation du pétrole dans le delta du Niger. Mais il y a un procès entre les communautés de Ogoniland contre Shell. Des procès qui ont commencé au Nigeria jusqu'aux Pays-Bas.
Et pourquoi les autres pays, pourquoi les Mbororo sont en train de fuir dans leur pays où on exploite le pétrole? Donc il y a des conséquences irréversibles. Et même, n'allons même pas à l'étranger, allons à Moanda. Quel est le développement qu'on peut observer à Moanda? Parce qu'à Moanda, ça fait plus de 50 ans qu'il y a l'exploitation du pétrole. Quel est le développement qu'on peut observer à Moanda? Je pense qu'il n'y a pas. Il n'y a pas un développement. Et donc, tous ces éléments faisant, et prenant en considération non seulement la nature, les lois qui ont été violées, parce que les lois interdisent déjà, même la loi sur les hydrocarbures interdit l'exploitation dans certains milieux, mais on n'a pas tenu compte de cela. Même, si vous voulez, les communautés locales, déjà ici, il y a la guerre sur les fonciers. Les pressions foncières sont énormes. Maintenant, on va encore délocaliser déjà pour une exploitation. On veut faire cette exploitation au profit de qui? Ce n'est pas au profit des Congolais, c'est au profit des étrangers, les multinationales, parce qu'il n'y a pas un Congolais qui maîtrise l'exploitation. Et s'il y a une technologie innovante que Madame la ministre a déjà expérimentée, elle pourrait d'abord la faire à Moanda, et aussi on devrait nous citer où et quelle entreprise. Ça a prouvé. Voilà, prouvé, mais il n'y a pas de preuves jusque-là. Je mets en défi tous les discours qui sont en train d'être vantés, on va des milliards, mais tous ces milliards qui sont vantés, c'est au mépris des droits fonciers des communautés locales, c'est au mépris des droits de pêche aux communautés locales, c'est au mépris, parce qu'on veut, même l'exploitation du pétrole, vous savez, on ne peut pas commencer parce que déjà l'exploration, depuis que l'Ouganda a dit qu'il voulait exploiter le pétrole, ils n'ont jamais commencé. Ils ne sont que dans les phases d'exploration, d'évaluation. Et si on veut avoir l'argent urgemment, c'est qu'on veut vendre pour avoir l'argent et les conséquences viendront après et c'est la République qui va aller en procès. Merci maître devant nos caméras pour de petites questions, de petites réponses. La messe est déjà dite, malgré tout ce que vous avez fait de bruit autour de cette vente aux enchères de blocs gaziers et pétroliers. Qu'est-ce que vous comptez encore faire? Non, la messe n'est pas dite, ils ont lancé juste la procédure pour donner vente aux enchères, mais les Congolais ne vont pas croiser les bras parce qu'il y a les lois qui leur donnent des possibilités d'action. Donc on va appeler et les multinationales pour se réserver parce que les Congolais n'ont pas été consultés, il n'y a pas eu des enquêtes publiques, les lois n'ont pas été respectées, mais aussi au-delà de cela, si vous voulez, il n'y a pas, rien ne nous dit que le président de la République, après, si réellement sa politique c'est le peuple d'abord, et si le peuple revendique sur base de ce que dit la loi, je pense que le président de la République peut stopper. Donc, nous ne sommes pas déçus parce que les lois sont là, les procédures n'ont pas été respectées, la justice est là pour rectifier. Et aussi, toute exploitation ne pourra pas se faire en violation des droits des communautés locales. Et donc, vous pensez de tout ce qu'on nous présente comme motif pour vendre ces blocs gaziers et pétroliers ne sont pas fondés? Jusque-là, ce sont des motifs qui sont avancés pour justifier l'action de vente. Mais sur le plan de fondement, que ce soit sur le plan des finances publiques, la RDC gagne beaucoup plus avec l'agriculture parce que toutes ces années que nous avons, c'est cette agriculture qui fait financer les projets. Et même avant l'indépendance, croyez-moi, le budget de la RDC était plus élevé, plus que celui de l'Afrique du Sud, c'était avec l'agriculture. Et donc nous avons plus, autant qu'on a des réserves pour exploiter l'uranium, peut-être aussi demain on va vendre aussi des blocs d'uranium parce que c'est aussi une ressource. Est-ce que nous sommes obligés de tout exploiter? Je pense non. Donc il faut prioriser et savoir qu'est-ce qu'on peut exploiter en respectant les droits des communautés locales, mais aussi en ayant l'argent, mais à l'intérêt des communautés locales, sans tomber sous le coup de l'article 56 qui exprime que le fait de priver tout acte ou tout accord ou convention qui a pour objectif de priver en tout ou en totalité ou en moitié les moyens de subsistance pour les communautés congolaises est érigé en pillage et passible à des sanctions. Des passages dans cette émission pour terminer, vous avez dit cet empressement peut-être viendrait
À ce moment où nous arrivons, il y a l'organisation des élections. Vous, personnellement, pensez-vous si cette vente soit effective, est-ce que cet argent va profiter à tous les Congolais ou bien une poignée de personnes aux affaires? Oui, je pense que c'est ça même la motivation pour la précipitation, la précipitation et même la campagne médiatique où on est en train de fournir un effort pour convaincre sans convaincre. Je pense qu'on veut faire croire aux Congolais qu'on veut amener la manne sans leur dire les conséquences, parce que aussi l'accès à l'information d'intérêt public voudrait qu'on donne les bienfaits par rapport à l'exploitation du pétrole et les méfaits, pour que la population puisse décider en connaissance des causes. Mais quand vous voyez clairement, c'est à cause des élections. On veut, si vous voulez, vendre. Parce que c'est une vente, ce n'est pas une exploitation. On ne veut pas exploiter, on veut vendre des terres des Congolais, on veut vendre les lacs des Congolais et l'exploitation qui pourra venir après 15 ans, parce qu'il faut des études et autres, sera gérée par les autres. Mais comme nous voulons partir dans 2 ans, ayons d'abord l'argent, et après que nous aurons l'argent, nous allons battre campagne, et le pauvre paysan attendra et pourra avoir des procès avec les multinationales qui ne sera pas intelligente pour acheter des espaces. Et là, les multinationales feront face à une résistance, je sais bien, des peuples congolais. Maître Olivier Ndoli, je rappelle que vous êtes avocat et responsable de l'organisation de la société civile ACDH. Vous êtes aussi membre de la dynamique pour la justice climatique et état des droits. Nous disons merci de répondre à notre invitation sur la chaise. C'est à nous de vous remercier et nous pensons que la radio pourra expliquer et donner accès à l'information par le public. Le plaisir était pour nous de vous présenter cette émission sur la chaise. On se retrouve à la prochaine pour un autre numéro. Bye. Portez-vous bien.